Bonjour, avant toute chose, je voulais vous souhaiter une très bonne année 2025, plein de bonnes choses pour vous et pour vos proches cette année. Je voulais commencer cette année en me risquant un petit exercice, celui de la prédiction, et essayer de vous proposer quelques pistes, faire quelques prédictions, essayer de voir ce qu'allait nous occuper cette année quand on parle du futur du travail, du futur de l'apprentissage. Parce qu'effectivement, le constat, je pense qu'on peut tous partager, c'est que le monde du travail connaît une transformation sans précédent, avec des défis, mais aussi d'incroyables opportunités. Et aujourd'hui, je voulais vous proposer une petite cartographie sur les 4 grandes tendances pour comprendre, s'adapter et puis réussir ensemble quand on travaille en équipe. Cette cartographie, je l'ai structurée autour de 4 grands thèmes clés pour une analyse qui se veut la plus cohérente possible. Cette première tendance, c'est celle de votre nouvelle collègue, celle qui a débarqué sans prévenir dans vos open space, dans vos teams. Je veux bien entendu parler de l'IA. L'idée derrière ça, c'est qu'effectivement, on observe que la technologie aujourd'hui dépasse le stade de simple instrument. Elle s'immisce dans nos réunions, dans nos boîtes mail et de manière plus générale dans notre quotidien. Il y a un chiffre qui est assez intéressant qui dit que les secteurs les plus exposés à l'IA connaissent des gains de productivité qui sont 5 fois supérieurs aux autres secteurs. Ça, c'est une étude de PwC qui est sortie tout récemment, fin d'année dernière. Ce qui est assez remarquable, et on a des exemples très concrets. Moi, je me souviens avoir vu récemment une nouvelle démonstration d'un outil d'assistant de consultation qui a été créé par Doctolib, donc à destination des médecins, pour les aider à passer plus de temps avec leurs patients, donc discuter très naturellement avec leurs patients, pendant que l'assistant écoutait la conversation en arrière-plan et faisait un compte-rendu complet de la discussion, noter les constantes du patient au bon endroit, préparer des ordonnances, préparer des lettres pour leurs confrères s'il y avait besoin ou leurs consoeurs s'il y a besoin d'examens complémentaires. J'ai trouvé ça totalement bluffant. Et ça montre qu'en fait, l'IA, c'est déjà une réalité, c'est déjà une opportunité business. Et c'est aussi un moyen d'améliorer la manière dont on travaille, la qualité de notre travail sans doute, et la qualité de nos relations très humaines pour le coup. À travers cet exemple, je trouve ça plutôt bien illustré, ce que ça nous permet de faire. L'idée derrière ça, la grande question à se poser, c'est comment on peut utiliser ces outils pour décupler notre impact plutôt que de le subir. Parce qu'effectivement, il y a des tâches de saisie, des tâches très répétitives qui vont progressivement disparaître de nos journées. Je pense que c'est pour le mieux. Mais la question à se poser, c'est effectivement où est notre, vraie valeur. Où est notre valeur et sur quoi il faut qu'on se concentre. Un, pour entraîner ces outils à être efficaces et à nous faire vraiment gagner du temps. Et deux, sur quoi nous on va se concentrer ensuite. À titre personnel, moi j'utilise un outil comme ChatGPT et effectivement je pense que je peux évaluer à 3 à 5 heures de gagner par semaine simplement sur des tâches extrêmement administratives, de contrats, de revue de documents, d'analyse de documents, sur lesquels je vais gagner vraiment beaucoup de temps. Et au-delà de ça, euh, j'aime dire que ChatGPT est effectivement un assistant et c'est même d'une certaine manière une arme anti-procrastination. C'est-à-dire qu'avant, j'avais tendance à repousser des tâches que je trouvais un peu rebutantes. L'administratif, je pense que c'est un bon exemple et que ça parle à pas mal de monde. Aujourd'hui, en fait, je prends juste 2 minutes pour formuler un prompt à peu près correct à ChatGPT. Il me donne une première version d'un document qui va me sortir de ce fameux syndrome de la page blanche, de dire en fait je commence pas parce que je sais pas par où commencer. J'ai déjà une première brique à casser, un premier brouillon à revoir et ça me met tout de suite en mouvement dans le fait d'effectuer cette tâche qui peut être un peu rébarbative. Donc voilà, première tendance forte, l'IA et les machines qui vont automatiser des tâches, mais gardons en tête que la créativité et l'intelligence émotionnelle restent quant à elles très humaines. Deuxième tendance, le renouveau, le retour, on peut dire, le renouveau du bureau, le lieu de la co-construction. Alors, l'idée derrière ça, c'est pas de dire que le télétravail est derrière nous, bien au contraire, mais de se dire que le télétravail n'est pas qu'un lieu, c'est un état d'esprit qui est basé sur la confiance et la performance. Il y a 1 ou 2 ans, je pense maintenant, Satya Nadella, le patron de Microsoft, a eu cette déclaration que je trouve toujours aussi actuelle, de dire que le prochain défi d'une entreprise comme Microsoft, c'est de résoudre le paradoxe du travail hybride. Qu'est-ce que c'est que ce paradoxe ?
C'est de se dire qu'en fait, quand on est à distance, on est plus efficace. En revanche, on est peut-être moins innovant et moins créatif. Et donc, je trouve ça assez intéressant qu'une société comme Microsoft, qui pousse des outils en faveur de la collaboration à distance, prenne le parti de nous dire ça. Ça nous dit beaucoup de choses. Ça nous dit que effectivement, sur la place du bureau et peut-être la forme du bureau aujourd'hui, on est sur toujours une forme d'expérimentation, en tout cas de se dire il n'y a pas un modèle unique qui va fonctionner pour toutes les entreprises. Et d'une certaine manière, c'est une opportunité assez forte, c'est celle de faire coller le lieu où on travaille à la culture dans laquelle on a envie de travailler. Ça m'évoque deux exemples, et je mettrai le lien en description de cet épisode. Il y a une société qui s'appelle Trip.com, je crois, de souvenir, qui a AB testé en fait le travail hybride. Ils ont pris deux équipes, alors deux groupements d'équipes, deux poules d'équipes. Il y en a certaines qui ont incité fortement à revenir au bureau et d'autres équipes sur lesquelles ils ont incité plutôt à développer un mode de travail beaucoup plus hybride à 2-3 jours par semaine à distance. Et en fait, ce qui est assez intéressant, donc ils ont validé le fait que le modèle hybride leur permettait d'être à la fois efficace et de donner de la flexibilité à tout le monde. Mais il y a eu un vrai travail sur le long terme de tester des choses, de se laisser la possibilité de revenir en arrière, ou en tout cas de valider factuellement que le modèle sur lequel ils atterrissent est bien celui qui, un, est, on va dire, plébiscité par les collaborateurs, deux, est efficace au niveau global et au niveau des résultats de l'organisation. À titre plus proche de moi, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne sais pas si vous étiez auditeur de Learning by Doing à cette époque-là, mais j'ai interviewé Jérôme Frito, qui est le DRH de la CNAV, qui effectivement me racontait tester donc le modèle hybride pour des populations qui ont des métiers, on va dire télérésistants ou télétravaillables, je ne sais pas comment on dit, plutôt les métiers de cadre. On peut collaborer à distance, et de tester aussi pour des populations qui justement ne peuvent pas être à distance dans le travail parce qu'ils sont face à des clients ou parce qu'ils ont besoin d'être sur site. Le métier de la logistique notamment, besoin d'être sur site, c'est intrinsèque à ce qu'ils font tous les jours. De tester pour ces métiers-là la semaine de 4 jours, en se disant en fait on n'a pas envie d'avoir une société à deux vitesses avec les gens qui veulent travailler à distance d'un côté et les gens qui sont obligés d'être sur site de l'autre côté. Comment on peut ramener de la flexibilité pour ces personnes qui ne peuvent pas être en télétravail. Je trouve ça super intéressant. Et au niveau inspirationnel, on peut se poser la question de quelles pratiques simples on peut mettre en place pour tirer parti de cette flexibilité. Comment notre organisation de travail, de manière très pratico-pratique, va refléter notre culture, et comment on peut aller sur un phénomène qui était là même avant la période Covid, qui s'appelle l'activity-based location, de se dire en fait, est-ce qu'on ne peut pas imaginer des espaces de travail beaucoup plus modulaires, beaucoup plus adaptés, et de se retrouver au bon endroit ou au bon moment selon l'activité et selon l'objectif qu'on a en commun. Voilà, donc deuxième tendance, le renouveau du bureau. Clairement, on est sur, je pense, une tendance de fond aujourd'hui, et on n'est pas sur un retour complet au travail, au bureau, pardon. On est plutôt sur la nouvelle forme de ce bureau. Troisième tendance de fond qui me tient particulièrement à cœur, celle de l'apprentissage en continu comme un super pouvoir. Il y a une stat, je pense que vous avez peut-être déjà en tête, qui vient de l'OCDE, qui nous dit que la durée de vie moyenne d'une compétence technique aujourd'hui, d'un savoir-faire, c'est 2 ans contre 30 ans en 1987. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans un monde en mutation, l'obsolescence de nos compétences impose d'apprendre vite et bien. Et le sous-jacent à tout ça, c'est être en capacité à questionner le statu quo, la manière dont on a l'habitude de travailler, et de se donner la possibilité de tester des choses, de se tromper. Tout ça est très lié à un phénomène dont on parle souvent dans Learning by Doing qui s'appelle la sécurité psychologique. Et ça, je trouve super, super intéressant. Et je dirais même au-delà, en fait, je dirais que la compétence centrale aujourd'hui, c'est celle d'apprendre à apprendre. Être en capacité de toujours, on va dire, éveiller sa curiosité et avoir, alors on parle aussi de projets bac à sable, des zones d'expérimentation au sein même de son équipe pour se permettre d'avancer plus vite et de rester, j'ai envie de dire, à la fois à la page. C'est pas juste pour être à la page, mais être en phase avec les attentes du marché ou les
nouvelle façon de travailler sur ces sujets. Voilà, donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Projet bac à sable, c'est juste de se dire, en fait, il y a des projets sur lesquels on ne va pas se mettre des objectifs de rentabilité immédiate ou d'efficacité immédiate. On va se dire, ça, faut qu'on le teste parce qu'on sait que demain, ça va aller dans cette direction. Et on a plutôt une obligation de moyens qu'une obligation de résultat. Je me souviens aussi d'une discussion qu'on a eue dans un épisode il y a quelques temps, je pense que ça fait une bonne année et demie, avec Pauline Kejman, qui est en charge du learning à l'échelle monde chez Kering, qui me parlait du Learning Day, donc qui était une initiative sur, pas 15 jours, plutôt une semaine, 15 jours, à l'échelle globale, où effectivement l'entreprise prenait le temps de dire, là, il faut vraiment qu'on pose, pas juste la communication à toutes les échelles. Alors les modalités étaient très très différentes entre des équipes d'ateliers, des équipes plutôt cadres, des équipes dirigeantes aussi, mais de se dire on va tous montrer l'exemple et dire que l'apprentissage est central dans notre quotidien. À titre plus personnel, moi je sais qu'effectivement il y a un des rituels qu'on pousse le plus dans les organisations qu'on accompagne, quand on accompagne des managers, notamment dans leur prise de poste, c'est celui de la rétrospective, qui est un rituel hérité du mouvement agile notamment, qui permet juste de prendre un pas de recul sur la manière dont on travaille tous les mois ou à chaque jalon clé d'un projet, et de se dire qu'est-ce qu'on garde parce que ça marche bien dans notre fonctionnement, qu'est-ce qu'on arrête parce que ça crée de la frustration et que c'est juste pas opérant. Et qu'est-ce qu'on pourrait imaginer de nouveau, alors soit pour remplacer ce qui marche pas ou renforcer ce qui marche bien, ou simplement parce qu'on est en veille et qu'on a envie de tester des choses nouvelles. Voilà. Et enfin, la dernière tendance, c'est ce contrat de travail renouvelé, cette nouvelle relation au travail. Alors, il y a ce sujet en fait qu'on entend beaucoup dans les médias de l'intergénérationnel. Les jeunes ne veulent pas travailler comme avant. C'est quoi cette nouvelle génération ? Je pense pas que ce soit un vrai sujet intergénérationnel. En revanche, effectivement, la nouvelle génération, les nouveaux entrants sur le marché du travail, est d'une certaine manière ambassadrice de son époque et porte haut et fort une demande qui en réalité est partagée par toutes les générations. C'est celle de plus d'authenticité dans le monde du travail, d'éviter d'avoir des masques, ça va même jusqu'à l'habit, de se dire en fait, pourquoi je changerais de personnalité quand j'allume Teams ou je franchis les portes de mon bureau. Ça, je trouve ça hyper intéressant. Je pense que ça va aussi vers une meilleure qualité de vie au travail, des échanges un peu plus apaisés, et puis ce sujet aussi de l'alignement entre objectifs personnels et objectifs de l'organisation, qui me semble aller dans le bon sens. Il y a beaucoup d'initiatives, alors ça bouge plus ou moins vite selon les organisations, mais c'est super intéressant. Dans ce que moi je peux partager d'expérience sur ce sujet, j'ai vu beaucoup de belles initiatives, on en a lancé quelques-unes, autour du développement du peer training pour notamment limiter la perte d'expertise avec des gens qui partent à la retraite, donc un système un peu de compagnonnage qu'on peut voir dans des métiers très manuels de l'artisanat jusqu'à la chirurgie. Il y a cette philosophie de compagnonnage de dire en fait je vais apprendre aux côtés d'un sachant, progressivement je vais avoir de plus en plus les mains sur le métier, en tout cas les mains dans le cambouis d'une certaine manière. Je me souviens aussi de l'épisode qu'on a enregistré avec Adrien Chignard sur les leviers de motivation, que je trouvais assez intéressant et qui me semble vraiment aller dans cette thématique de la relation au travail renouvelée. Voilà, pour conclure ce dernier point, je pense qu'il y a une question qu'il faut se poser, c'est comment on peut transformer la diversité des attentes en atout pour le bien-être et l'efficacité collective dans l'organisation. Donc voilà, c'est les 4 grandes tendances sur lesquelles je voulais revenir, qui sont un peu mes prédictions. De se dire, en fait, oui, il faut qu'on passe du temps sur ces sujets en 2025. C'est des sujets qui vont être au cœur de nos préoccupations et qui vont avoir des implications concrètes dans notre quotidien. Je le rappelle, les 4 grands défis face à nous, notre nouvelle collègue, l'IA, le bureau, le lieu de travail de la construction et le bureau même étendu, l'apprentissage continu comme un super pouvoir et cette relation au travail renouvelée. Pour conclure, et un peu mon message central à travers toutes ces prédictions, c'est qu'on ne peut pas tout contrôler. On ne sait pas exactement de quoi demain va être fait, mais on peut choisir comment on s'adapte et comment on innove ensemble.
Je voulais vous quitter avec 3 recommandations pratiques pour essayer de vous lancer sur ces sujets ou renforcer des initiatives que vous pouvez déjà avoir commencé à lancer. Essayez d'être curieux, notamment avec les outils numériques. Essayez de se familiariser avec une nouvelle technologie, par exemple ce mois-ci. Se dire, bah, tiens, sur tel sujet qui est très répétitif, comment je pourrais utiliser l'outil d'IA qui est à ma disposition au travail. Partagez vos expériences. Pour quelles raisons, par exemple, vous venez au bureau et à quel rythme vous voulez venir au bureau. Si c'est pour venir au bureau et être dans un bocal et faire des teams toute la journée, c'est peut-être pas super efficace. Est-ce qu'on peut faire autrement? Et ça peut être une discussion à la machine à café ou un point d'un quart d'heure à la fin de votre prochaine réunion d'équipe. Et enfin, prenez soin de vous et des autres. Essayez d'avoir un rituel, peut-être hebdomadaire, pour décompresser en équipe ou partager un apprentissage ensemble. Voilà, pour conclure, le futur du travail, c'est pas un lieu ou une époque, c'est une aventure collective. Essayons de faire en sorte qu'elle soit le plus passionnante possible. Voilà, je serais ravi d'échanger avec vous sur le sujet. Vous trouverez un lien dans la description de cet épisode si vous voulez me contacter, vous abonner à la newsletter pour qu'on poursuive cette discussion. À très vite.